Donc, non seulement, effectivement, je vais vous montrer ce lien entre l'endroit où habitent les gens et l'endroit où ils travaillent, et du coup les mobilités que ça induit, et tout ce qu'on peut essayer d'élaborer autour de ces questions. Je vais aussi vous montrer, alors je suis désolé, ça va être un peu technique, mais un exercice de modélisation, d'utilisation de données, et essayer de vous faire passer les intuitions qu'il y a derrière, et surtout de vous faire comprendre que face à ces questions, en fait, on est un peu obligé de faire de la modélisation, de la quantification, et que c'est ça qui va nous permettre d'aborder les sujets. Ça va pouvoir déclencher plein de choses. D'abord, probablement une meilleure compréhension des phénomènes. Alors, quand on quantifie, on comprend. Quand on quantifie, on oublie aussi plein de dimensions. Donc, il faut accepter cet arbitrage. Ça permet de visualiser des choses. Et même si parfois les méthodes sont complexes pour arriver à la visualisation, les visualisations peuvent être très faciles à utiliser, à diffuser. Et du coup, ça donne des outils, des instruments de dialogue. Et dans ce dialogue, je pense qu'on peut arriver à faire apparaître un certain nombre de questions et de solutions, parce que on va mettre les gens autour d'une table en leur disant, ben voilà les problèmes. Et donc peut-être que ça implique que vous changiez votre mode de vie, peut-être c'est compliqué, mais l'enjeu qu'il y a derrière, au final, vaut la peine. Et donc, prenez votre part de cet effort à accomplir. Alors, j'en ai parlé hier, donc je vais passer très très rapidement. Mais donc, la question, c'est vraiment les mobilités, la façon dont ça structure l'espace urbain, et donc cette interrelation entre l'endroit où on habite, l'endroit où on travaille. On voit bien que la ville, c'est le mélange de ça, l'endroit où on habite, l'endroit où on travaille. On n'habite pas au même endroit que celui où on travaille. Vincent Viguier vous a montré tout à l'heure des concentrations très différentes entre Hong Kong et Kuwait City, avec des conséquences très différentes sur les mobilités. Et donc c'est précisément ça, en fait, cette question. Hier, j'ai présenté l'indicateurs d'accessibilité, la notion d'accessibilité qui décrit un potentiel. Donc le potentiel, c'est intéressant pour comprendre l'attractivité d'un territoire, mais en fait, c'est aussi important de passer du potentiel à ce qui se passe, effectivement. Et donc, c'est là qu'aujourd'hui, on va rentrer dans la modélisation. Alors, derrière tout ça, il y a aussi une idée importante. On est à un moment où on est face à une avalanche de données. On a plein de données qui arrivent de partout et qui nous décrivent beaucoup de choses. Quand on est face à une avalanche de données, on est face à un problème difficile, c'est qu'on peut penser que toutes ces données vont nous donner une image claire de ce qui se passe. En fait, pas du tout. Une avalanche de données, c'est une avalanche de confusion. Et pour sortir de cette confusion, fondamentalement, il faut accepter on a besoin de plein de choses, et en particulier, donc encore une fois, c'est Kant qui le disait, on a besoin de théorie. Parce que la théorie va nous aider à donner de l'ordre dans les données et à extraire des données ce dont on a besoin. En fait, dans les données, il y a trop de choses. Et justement, il faut extraire de ces données les choses qui nous intéressent dans la forme où elles nous intéressent et elles nous parlent. Ok, alors justement, c'est quoi le genre de données auquel on peut faire appel dans ce genre de problématique? La première donnée que vous connaissez peut-être, c'est des données sur les mobilités. Le recensement interroge chaque personne, un échantillon en tout cas, et demande à ces personnes où est-ce que vous habitez, ça c'est l'adresse qu'ils ont, on le connaît assez précisément, et dans quelle commune vous travaillez. Alors, le recensement nous donne une information assez frustre, parce qu'elle nous dit cette personne déclare travailler à cet endroit. On n'est pas tout à fait sûr que ça soit vrai, on pourrait vérifier par d'autres sources, mais surtout, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire travailler dans cet endroit. Est-ce que ça veut dire y aller tous les jours? Est-ce que ça veut dire y aller occasionnellement? Est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est l'endroit principal où on travaille, mais en fait on est livreur et donc on fait des tournées? Bon, il y a tout un tas de difficultés derrière, mais malgré tout, c'est une information qui est quand même très intéressante, et elle est très intéressante parce qu'elle est territorialisée. On la connaît, puisque le recensement est sur une base extrêmement large, on la connaît pour tous les territoires, et donc on peut prendre en compte les spécificités de tous les territoires. Donc ça, c'est une première source de données, mais qui ne contient qu'une part de l'information. La deuxième type d'information qu'on peut utiliser, je suis désolé, ce n'est pas dans l'ordre de la slide,
c'est les enquêtes mobilité. Donc là, les enquêtes mobilité, ce sont des éléments qui sont aussi extrêmement intéressants, qui vont nous donner une version différente ou un point de vue différent sur ce qui se passe, parce qu'on va interroger cette fois-ci des gens et regarder en détail quels sont les trajets qu'ils ont parcourus, avec beaucoup d'informations sur qui sont ces gens, est-ce qu'ils sont célibataires, est-ce qu'ils ont des enfants, quel est leur CSP, leur diplôme, dans quel secteur ils travaillent, mais aussi du coup on va pouvoir inférer à partir de cette enquête mobilité quelles sont les fréquences qu'ils vont effectuer. On a une information aussi sur ces travailleurs particuliers qui auront des tournées ou des circuits, donc ça fait partie des choses qu'on va pouvoir trouver. Par contre, on a un problème avec les enquêtes mobilité, c'est que, enfin un problème, en tout cas c'est comme ça qu'elles sont. Les enquêtes mobilité interrogent quelques dizaines de milliers de personnes, et ça coûte très cher à constituer, mais du coup, on ne peut pas territorialiser cette information, puisqu'on n'a pas assez d'observations pour savoir les spécificités de chaque territoire. Alors, une petite nuance, c'est qu'il y a des enquêtes mobilité locales, mais même ces enquêtes mobilité locales, même si elles vont nous donner une information sur un territoire, elles ne nous permettent pas de localiser au sens où on ne peut pas savoir, dans cette commune particulière dans laquelle il y a 14 arrêts de bus, la mobilité des gens, elle est comme ça. Et dans cette autre commune qui est juste à côté, où là, il n'y en a que 3, voilà comment varie la mobilité. Et donc, pour faire ce lien, on va être obligé de croiser les données avec la première source, celle des mobilités professionnelles et du recensement. Dernier type de données qu'on va utiliser, c'est des données qui vont nous permettre de localiser, donc de spécifier la géographie. Ces données, c'est de localiser les individus ou les emplois. Et là, cette fois-ci, on peut arriver à une précision assez grande, bien plus fine que les communes, bien plus fine que les iris, pour ceux qui connaissent. On peut localiser les individus, en fait, quasiment à la parcelle, ou en tout cas à ce qu'on appelle le carreau 200, c'est-à-dire un découpage, une grille qui est constituée de carrés de 200 mètres par 200 mètres, et qui nous donne une information locale assez fine. Alors, elle est assez fine, elle est assez intéressante, parce qu'elle commence à correspondre à l'échelon auquel on prend le réseau de transport et où l'endroit où se trouve l'arrêt du réseau de transport commence à devenir pertinent. À la commune, c'est assez difficile de relier l'arrêt et l'endroit où sont les gens. Au carreau 200, généralement, il n'y a qu'un arrêt de bus dans le voisinage, et 200 mètres, c'est une distance qu'on parcourt à pied très rapidement. Donc, c'est une information qui est assez intéressante. Bon, je vous parlerai un tout petit peu des données, des traces numériques, ou des données, par exemple, qu'a présenté Jean Codelfi hier, qui sont aussi des données qui font partie de cette avalanche de données aujourd'hui, et qui sont assez intéressantes, qui peuvent nous donner des informations sur les flux. Mais je vous en parlerai aussi pour vous expliquer en quoi elles n'invalident pas les autres sources de données qui sont là. Et ça aussi, c'est un élément qui est assez important. Alors en fait, là, ce que je vais vous présenter, c'est une méthode qui va permettre de mélanger ces différentes sources de données, et qui pourrait intégrer les traces numériques, en l'occurrence, de les mélanger et de les mélanger de façon à pouvoir produire une information très riche et très détaillée par ce mélange. En fait, ce mélange consiste à faire un peu une extrapolation. C'est un peu comme si on avait par ces données des photos dans certaines dimensions et qu'on reconstitue l'intégralité de l'objet, qu'on regarde par différents points de vue, grâce à une modélisation qui va nous permettre de faire cette extrapolation. C'est un petit peu comme quand vous regardez votre télévision et que vous avez un DVD qui est en haute définition et que vous le regardez en 4K. Il y a une forme d'upscaling, mais cet upscaling, c'est pas juste de la magie ou quelque chose qui n'ajoute rien. Ça peut aujourd'hui, grâce aux algorithmes et grâce à la façon dont c'est construit, apporter véritablement quelque chose à votre plaisir de visionnage. Et là, l'idée, c'est que par cette modélisation, ce n'est pas votre plaisir de visionnage qu'on va accroître, mais c'est la capacité à utiliser ces visualisations, et même au-delà. Voilà. Donc, il y a quelques liens qui sont ici, pour ceux qui sont intéressés par les détails. Évidemment, c'est des choses qu'on développera dans la chaire des dynamiques urbaines, qui est en fait construite aussi autour de cette idée de quantification, modélisation. Bon, je vais passer très très vite parce qu'on n'est pas là pour faire ça. Mais ici, c'est pour vous dire, en fait, un peu l'idée qu'il y a derrière ce mélange. En fait, c'est cette équation qui fait le mélange. Chacun de ces termes de l'équation correspond, en fait, à une des données qu'on va utiliser ou d'une façon de l'utiliser. Et puis, quand on multiplie chacun des termes de cette équation, on produit l'extrapolation. Alors, évidemment, dans la multiplication, implicitement, on suppose que chaque terme est indépendant des autres. Donc ça, c'est l'hypothèse de modélisation. Elle est évidemment importante et incontournable.
elle est discutable. On peut sophistiquer les modèles pour inclure des choses qui sont plus compliquées dans les interactions. Mais si vous n'avez pas les données pour justifier ces interactions, ça peut être de la pure spéculation. Et là, en gros, cette équation aujourd'hui représente le minimum de spéculation, ou la spéculation minimale qu'on est obligé de mettre pour arriver à ce résultat. La résolution à laquelle tout cela est réalisé, c'est écrit d'une certaine façon ici, mais c'est écrit là aussi, c'est une résolution dans laquelle on va avoir d'un côté des carreaux dans lesquels les gens habitent, des carreaux dans lesquels les gens travaillent. Je vais vous parler de La Rochelle. Florence Nassier est là. Parce qu'on a beaucoup travaillé avec elle et Ville Vivante sur La Rochelle, et que beaucoup des choses qui sont là, en fait, ont été expérimentées, construites, développées à La Rochelle. Donc, merci à La Rochelle. Le nombre de carreaux qu'on a du côté résidence et le nombre de carreaux qu'on a du côté emploi à La Rochelle, en gros, dans les deux dimensions, c'est autour de 5000 carreaux. Et déjà, ça commence à faire des volumes relativement importants, parce que quand on multiplie 5000 par 5000, on obtient un nombre assez grand, qui vaut 25 millions. Et donc, ça veut dire que la volumétrie de données qu'on va générer, c'est de l'ordre de la dizaine de millions, de plusieurs dizaines de millions, assez facilement. On est en train de travailler avec Vincent Fouchier, que je salue, sur Aix-Marseille. Et là, on change d'échelle, puisque au lieu de quelques dizaines de millions, on passe à des milliards de dimensions. Donc, c'est pas négligeable. On rajoute à ça aussi une analyse sociologique. Et donc là, on découpe les ménages en catégories. Donc, c'est le petit cas qui se trouve dans les équations, ici, à cet endroit. Ça aussi, c'est assez important parce que ça va nous permettre d'intégrer des tas d'éléments de la géographie. Mais ça rajoute une dimension, en fait, supplémentaire à tout ça. Et donc, quand on retient 10 catégories de ménages, en croisant est-ce qu'ils ont des enfants, quel est leur revenu, et qu'on essaye déjà d'être parcimonieux en regroupant tout ça astucieusement, et qu'on veut intégrer aussi une dimension sectorielle, qui peut télétravailler, qui ne peut pas télétravailler, par exemple, et ben, on va pouvoir, on va se retrouver avec plusieurs catégories de ménages qui vont venir multiplier la dimension et la dimensionnalité du problème, et donc qui peuvent rapidement l'amener très loin. Ok. À quoi on arrive ? Ah oui, alors un autre point important aussi, parce que c'est une question parfois qui revient, et il faut être vraiment très très clair dessus. Là, donc, je vous parlais de La Rochelle, il y a un périmètre d'analyse, et ce périmètre d'analyse, il va consister à regarder les habitants de La Rochelle. En gros, ce qu'on va faire, c'est une imputation à ces habitants des quantités de CO2, mais on va les imputer aux habitants. Donc on ne va pas vous montrer des quantités de CO2 entre un point et un autre, c'est qu'en fait, on va regarder l'endroit où sont les gens, et ces gens-là, on va leur imputer le CO2 qui est lié à tous les déplacements qu'ils font. Donc, notre périmètre d'analyse, c'est un périmètre, en quelque sorte, je dirais, politique, au sens politique publique. C'est le périmètre dans lequel on va avoir des politiques d'aménagement, d'augmentation de la densité, de localisation des emplois, de politique de transfert modal vers le vélo, de construction de lignes de transport, etc. etc. Donc c'est un périmètre politique, ça peut être une aire urbaine, ça peut être une aire d'attraction urbaine. Ici, très prosaïquement, c'est le périmètre d'un SCOT, et donc c'est vraiment strictement politique. Ensuite, évidemment, ce territoire, le fait qu'il y ait un SCOT ne le limite pas à ce territoire. Et donc le fait qu'il y ait un SCOT veut dire que les habitants, ils ne sont pas retenus par le SCOT, ils font ce qu'ils veulent, les habitants. Et donc on est obligé de regarder, c'est la carte qui est à droite ici, on est obligé de regarder plus loin où vont ces habitants. Et là, le périmètre dans lequel ils évoluent est évidemment bien augmenté par rapport au SCOT. Donc on regarde que les habitants du SCOT qui sont là, et on regarde où est-ce qu'ils travaillent. Et donc vous voyez, l'île de Ré, par exemple, n'est pas dans le périmètre du SCOT de La Rochelle. Bon, pourquoi ? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Et sans doute pour protéger les intérêts des habitants de l'île de Ré. En tout cas, ils ont toujours refusé d'être dans le périmètre du SCOT. Mais par contre, évidemment, il y a des habitants du territoire du SCOT qui peuvent aller travailler à La Rochelle. Il y a aussi le contraire. C'est-à-dire des gens qui habitent à La Rochelle et qui habitent à l'île de Ré et qui peuvent venir travailler à La Rochelle. Cela aussi, on va lui tenir compte, mais en fait, on ne va pas les inclure dans les imputations. Alors, ce à quoi on arrive, c'est la possibilité de construire cette carte, cette fameuse image à haute résolution, si vous voulez, où au carreau de 100 mètres, ici, on va imputer les mobilités professionnelles du quotidien à chaque habitant, en tenant compte de toute l'information dont on dispose, le recensement, l'enquête mobilité,
mais aussi toute l'information de localisation géographique des ménages, combien de ménages dans chaque carreau, mais aussi combien de ménages avec enfants, combien de ménages avec tel revenu. Tout ça font partie des variables qui sont utilisées, et qui sont utilisées chacune à la résolution maximale à laquelle on peut en disposer, et puis ensuite mélangées pour produire cette carte. Alors, cette carte, c'est une reconstruction, c'est pas la réalité. Il n'y a pas de mesure derrière carreau par carreau. Et évidemment, le jour où on sera capable de faire des mesures carreau par carreau, à supposer qu'on le soit, ce sera intéressant de confronter cette carte au modèle. Et d'une certaine façon, cette carte, elle est confrontée aux données, mais par l'intermédiaire d'un modèle qui est ajusté sur ces données. De meilleures données peuvent donner une information différente. Mais si vous voulez, cette carte, c'est la meilleure reconstruction possible de ces émissions de CO2 sur le territoire, qui est cohérent avec tout ce qu'on sait par ailleurs. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire. Bon, vous avez des tableaux ici, mais je vous invite à regarder plutôt les liens pour ceux qui sont intéressés, pour comparer, en fait, ce qu'on peut dire à partir d'autres sources à ce qu'on obtient ici. Et puis de voir, un des intérêts de cette carte, par exemple, c'est de nous dire quel est le ratio entre la quantité de CO2 qui est consommée par un habitant ici, du centre de La Rochelle, qu'on peut imaginer que c'est un habitant plutôt riche, qui a plutôt une voiture, mais qui en même temps va être en fait localisé dans un endroit plutôt... disons qu'il y aura eu un choix résidentiel beaucoup plus facile que quelqu'un de moins riche, donc qui aura pu se localiser plus près probablement de son emploi. Donc il y a des facteurs qui jouent dans différents sens, mais globalement, en fait, le fait que l'emploi est plutôt concentré dans le centre de La Rochelle et que ceux qui ont le choix résidentiel vont plutôt choisir et accéder aux habitations dans le centre de La Rochelle, il y a de fortes chances que cet habitant, en fait, il puisse aller à pied à son travail ou en vélo ou utiliser les transports en commun. Et puis après, on a à la périphérie du territoire, ici, des gens qui ont des consommations qui peuvent monter au-delà de 3 tonnes par an par adulte pour les mobilités quotidiennes professionnelles, ce qui n'est pas rien. Et ceux-là, ils habitent là, ils travaillent peut-être à La Rochelle, peut-être à Niort, en dehors du territoire, et donc ils émettent plus de CO2. Donc on a un ratio, et un des intérêts de cette carte, c'est de faire apparaître ce ratio et de le localiser. Vous pourrez poser des questions à Florence pour savoir, est-ce que ça sert à quelque chose? Et en fait, rien que cette carte, enfin, en tout cas si j'en crois Florence, sert à beaucoup de choses. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce graphique aussi, qui est en fait la même carte, mais représentée de façon différente. C'est un graphique un peu compliqué, c'est un graphique à 4 dimensions. Donc je vais très rapidement vous exposer ces 4 dimensions. Il reprend la même information, donc chaque point ici sur ce graphique correspond à un des carreaux de la carte précédente. Sur l'axe des X, ici, vous avez le niveau de vie moyen dans le carreau. Le niveau de vie, c'est le revenu divisé par les unités de consommation par individu dans le carreau. Sur l'axe des Y, vous avez le nombre de kilomètres par an qui sont parcourus par les individus en moyenne dans ce carreau. La courbe grise vous indique la relation entre ces kilomètres et le niveau de vie. Elle vous raconte déjà une chose. Alors, elle vous dit 2 choses, en fait. Elle vous dit, il y a une espèce de courbe en cloche entre le revenu et le nombre de kilomètres parcourus. Quand vous êtes pauvre, en fait, vous n'avez pas de voiture et vous ne pouvez pas habiter loin. Donc, vous faites peu de kilomètres. Quand vous êtes riche, vous pouvez choisir l'endroit où vous habitez, donc vous faites peu de kilomètres. Et quand vous êtes entre les deux, cette fois-ci, et probablement vous avez des enfants, vous avez besoin de place, et donc vous allez loin, et vous pouvez vous le permettre, parce que votre revenu est suffisant, et surtout, vous pouvez le permettre aussi parce que le prix de l'immobilier est plus bas. Donc déjà, elle raconte ça. Alors, on peut dire que c'est une évidence, mais ici, c'est une évidence qui est quantifiée et qui peut être identifiée. Et d'ailleurs, il y a une autre, donc c'est la deuxième information qui est importante dans ce graphique, c'est que si vous prenez une classe de revenus, ici, en fait, il y a beaucoup de dispersion. Donc ça aussi, c'est un élément important, c'est-à-dire, on peut pas, la courbe grise ne résume pas ce qui se passe. Donc il y a beaucoup de situations très différentes qui correspondent à des choix différents, à des contraintes différentes, mais en tout cas, il y a beaucoup de dispersion. Alors, il y a 2 autres dimensions dans ce graphique. La première, c'est la densité. Donc ici, c'est le nombre d'adultes dans chaque carreau, donc c'est exactement la densité. C'est pas tout à fait la densité au sens où Chaumont-Angèle vous l'a présenté, parce que c'est pas divisé par
l'emprise urbaine, c'est divisé par la surface du carreau, mais c'est quand même assez proche de la densité. Ce que ça vous dit, c'est qu'il y a un lien très clair entre densité et nombre de kilomètres parcourus. Alors, ce n'est pas tout à fait la même relation que le fameux graphique qui nous montre toutes les villes, parce que là, c'est à l'intérieur d'un territoire, donc c'est en fait un peu plus normal, dans le sens où le tri spatial qui est opéré par les prix de l'immobilier conduit à ce résultat. Et donc, on retrouve cette relation, mais elle est quand même très forte. Et puis le dernier point qui est intéressant, c'est la couleur, et ça c'est le prix de l'immobilier. Alors, ce que ça nous raconte, c'est qu'en fait, le prix de l'immobilier, il est élevé ici, dans les zones de densité élevée. Mais en fait, le prix de l'immobilier, il opère un tri spatial, mais il n'empêche pas les plus pauvres d'habiter, en fait, dans le centre-ville. Alors, comment on résout ce mystère ? En fait, il est assez simple, Shlomo vous l'a illustré tout à l'heure. En fait, quand le prix de l'immobilier est élevé et que les gens sont pauvres, ils habitent dans des surfaces qui sont plus petites. Alors, il y a un autre élément qui est important dans un territoire comme La Rochelle, c'est évidemment le logement social, qui est aussi un autre moyen qui permet aux gens qui ont des revenus plus bas d'accéder à ces zones où les prix de l'immobilier sont élevés. Mais vous voyez qu'en tout cas, on ne peut pas dire que les plus pauvres habitent massivement dans des zones rurales. Ce n'est pas les plus pauvres qui habitent dans les zones rurales, en fait, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas. Par contre, vous voyez qu'effectivement, là où le prix de l'immobilier est le plus bas, c'est ici, et c'est bien là où on trouve les gens qui font le plus de kilomètres. Et donc il y a vraiment cette relation très forte entre prix de l'immobilier bas et nombre de kilomètres que vous parcourez, qui est renforcée par le fait que les gens qui vont accéder à ces zones-là sont probablement des gens avec des enfants, qui ont besoin d'espace et qui ont des besoins de mobilité qui sont élevés. Ceux qui sont biactifs vont avoir 2 voitures et vont faire des mouvements quotidiens dans tous les sens pour aller chercher les enfants, faire les courses et aller au travail, et donc vont cumuler des kilomètres de façon importante. La modélisation, ça permet pas simplement de faire des cartes et des visualisations. Alors, elles sont très importantes, ces cartes et ces visualisations, parce qu'elles aident à comprendre les territoires et elles aident à commencer à amorcer les dialogues autour de qu'est-ce qu'il faut faire et qui doit faire des sacrifices ou qui ne doit pas en faire. Mais la modélisation, elle permet aussi de regarder, même si ce sont des exercices un peu théoriques, qu'est-ce qui se passerait si on changeait quelque chose. Et là, on est assez libre, on peut changer beaucoup de choses, d'autant que la modélisation est assez fine. On peut changer l'endroit où se trouvent les arrêts de bus. On peut les déplacer tous de 50 mètres ou les changer de côté de la route et regarder ce que ça va changer. En fait, dans la logique du modèle, ça peut changer les temps que mettent les gens pour faire les parcours, ça peut changer le choix modal de prendre plutôt la voiture que les transports en commun. Et tout ça peut être ensuite compilé et regardé, éventuellement catégorie sociale par catégorie sociale, pour voir qu'est-ce qui se passe sur le territoire. Alors, c'est un exercice théorique, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que nécessairement il va se passer ça si vous changez l'arrêt de bus, parce que en fait, la réalité est plus complexe, et puis souvent, en fait, vous ne faites pas que changer l'arrêt de bus, vous faites d'autres choses. Il y a des dimensions de comportement qu'on ne peut pas prendre en compte ou qui sont difficiles à identifier, mais ça va quand même vous donner une indication que vous êtes libre de choisir d'utiliser ou pas. Alors là, par exemple, on s'est livré à un petit exercice, c'est de dire, si j'augmente la densité dans les iris du territoire, qu'est-ce que ça va changer sur le nombre de kilomètres qui sont parcourus. Donc là, l'exercice consiste à dire, je rajoute 1% d'habitants, je choisis de les rajouter à un endroit donné, donc par exemple ici, et si je les rajoute là, je vais avoir une augmentation du nombre de kilomètres parcourus de 1% sur le territoire. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans ces territoires extrêmes, on trouve ce qu'on appelle une élasticité qui est de l'ordre de -1, donc qui est plutôt élevée. Alors, plutôt élevé, oui et non. Imaginons que chaque année, il y ait autour de 1% en plus d'habitants dans La Rochelle. Si je décide de les mettre à un endroit ou à un autre, en fait, je change que très marginalement le nombre de kilomètres parcourus, puisque ce sera de l'ordre du %. Et c'est pas comme ça que je vais arriver à la neutralité carbone. Par contre, si je fais ça tous les ans, pendant 30 ans, là, tout ça s'accumule et je peux arriver à un résultat assez différent. Ou si je suis encore plus ambitieux et que je choisis de reconfigurer le territoire, c'est-à-dire de faire de la déprise à certains endroits et d'augmenter la densité à d'autres, là encore, je peux aller plus loin. Mais ce chiffre est quand même important parce qu'il vous dit que si vous voulez des résultats, vous devez avoir une stratégie constante, déterminée, pendant plusieurs décennies. Et que, compte tenu des inerties des territoires, vous n'aurez pas de résultats sinon. Alors, c'est un élément important, et c'est un élément important à mettre aussi dans le débat public, évidemment, parce qu'on ne peut pas dire on fait des choses et on n'a pas de résultats tout de suite.
Non, oui, il va falloir accumuler patiemment des petits pas pour arriver à un résultat. Mais par contre, si on le fait de façon déterminée, on peut arriver à un résultat. Alors évidemment, ça vous donne une information qui est assez intéressante, qui est que si vous mettez des habitants ici, vous augmentez le nombre de kilomètres. Si vous mettez des habitants ici, vous diminuez le nombre de kilomètres parcourus. Vous avez les deux spectres. Alors, est-ce que c'est possible d'augmenter le nombre d'habitants ici, qui sont les zones les plus denses? Pas nécessairement, mais ça vous dit aussi quand même qu'il y a ici une couronne, par exemple, dans lequel il est possible d'augmenter la densité, et dans lequel on aura quand même un résultat non négligeable sur le nombre de kilomètres parcourus. Dernière chose, je vais conclure là-dessus, on a aussi étudié des scénarios de relocalisation de l'emploi. Alors, oui, parce que là, on bouge les habitants. Souvent, les gens disent, mais pourquoi bouger les habitants? En fait, les habitants, ils sont bien là où ils sont. Ce qu'il faudrait, c'est mettre des emplois près des habitants. Alors, c'est très compliqué de mettre des emplois près des habitants, parce que les raisons pour lesquelles les emplois se localisent ici ou là, c'est pas quelque chose qu'on contrôle très facilement. On contrôle plus facilement, en fait, là où habitent les habitants que là où sont les emplois, parce que les emplois, c'est des entreprises, et les entreprises, si elles ne peuvent pas survivre à un endroit, elles vont disparaître. Et les logiques d'implantation des entreprises, elles sont entièrement de la responsabilité des entreprises. Donc là, le scénario qu'on a choisi, c'est de regarder des zones d'activité. C'est un des instruments qui sont utilisés dans les SCOT pour mettre les emplois à un endroit à un autre, et de regarder qu'est-ce qui se passe si on mettait des emplois dans cette zone d'activité. Il y a 8 zones d'activité qui sont considérées, réparties dans le territoire. En gros, il y en a qui sont dans la zone plutôt rurale, d'autres qui sont dans la zone plutôt périphérique du centre-ville La Rochelle. Et on regarde, donc on a 3 scénarios, concentration, déconcentration ou répartition. La carte, les 3 cartes qui sont en dessous vous montrent les endroits où les habitants de ce carreau vont plutôt avoir tendance à augmenter leurs kilomètres en brun, et les endroits où vont plutôt avoir tendance à les diminuer dans les zones bleues. Alors vous voyez, les effets sont complexes, et c'est justement une des conséquences du modèle, c'est que c'est pas si simple et qu'il peut y avoir... Il y a toujours des effets positifs et négatifs dans ces évolutions-là, et que c'est vraiment le bilan entre ces effets positifs et négatifs qui va produire le résultat final. C'est aussi toute la complexité, évidemment, de l'aménagement du territoire. Il n'y a jamais de mesures qui ont un effet clairement positif pour tout le monde, et il faut arriver à apprécier tout ça. Donc c'est forcément des choses qui sont difficiles. Ça peut être aussi des choses qui sont décevantes, parce qu'on peut finalement avoir des effets négatifs qui vont venir compenser exactement les effets positifs. Vincent vous en a parlé, c'est une illustration en fait de ce schéma-là, de la complexité qu'il y a derrière ces choses-là. Alors, on s'est livré à un autre exercice qui est plus théorique, cette fois-ci, parce que les chiffres qu'on obtenait derrière l'impact sur le nombre de kilomètres des emplois qui étaient rajoutés étaient très faibles, sachant que les emplois qu'on ajoutait dans telle ou telle zone étaient relativement faibles par rapport à l'emploi total. Mais on s'est livré à un exercice qui consiste à dire, allons jusqu'au bout et poussons au maximum le curseur de l'emploi qu'on installe. Donc vous voyez, c'est assez intéressant, on obtient ce résultat-là, qui est qu'il y a 2 zones d'activité, qui sont précisément les zones d'activité périphériques, pour lesquelles il y a une sorte d'optimum en termes de kilomètres réduits, et que, en fait, la taille la taille jusqu'à laquelle on pourrait aller sur ces zones d'emploi est très importante, bien plus importante que les emplois qui s'y trouvent. Par exemple, pour Bel Air Nord, on pourrait aller jusqu'à 15 000 emplois supplémentaires. Donc c'est énorme pour le territoire de La Rochelle, parce que ça voudrait dire concentrer énormément d'emplois dans une seule zone d'activité, donc c'est presque pas possible. Mais en tout cas, l'exercice théorique au moins nous montre ça. Et dans ce cas-là, on aurait un potentiel de réduction assez fort sur les kilomètres. Par contre, dans la plupart des autres zones, en fait, le mécanisme, il est plutôt que quand on met des emplois, on augmente les kilomètres. Pourquoi ? Parce qu'elles sont loin de l'endroit où les gens habitent, et donc elles vont générer des flux de navetteurs qui sont plus importants. Donc voilà, je vais conclure là-dessus. Je pense vraiment que ça, c'est un enseignement qui est très important. Ici, il ne s'agit pas de faire de la planification brutale en disant voilà ce qui va se passer. Il s'agit de mettre sur la table un certain nombre d'éléments factuels, facilement utilisables. Une carte de localisation du CO2, c'est compliqué à construire, c'est très simple à lire. Et c'est très simple à comprendre. Et une fois qu'on l'a compris, en fait, on peut parler des choses un peu différemment. On peut expliquer à un territoire que sa densité est faible, qu'il est éloigné, qu'il n'est pas possible de construire des transports en commun, et que localiser de l'emploi à cet endroit-là, ça ne résoudra pas les problèmes. Voilà. Et que si on est dans une perspective réduction des émissions, ce territoire, il est dans une logique qui est complètement différente des territoires qui sont proches des centres-villes. Et déjà, arriver à dire ça, et à mettre d'accord tout le monde sur cette question,
ça peut faire un progrès énorme dans la discussion. Ça permet aussi ensuite de discuter et de quantifier les politiques qu'on peut conduire, le coût qu'elles représentent, et de pouvoir dire, regardons, j'ai une politique de densification, j'ai une politique de relocalisation de l'emploi, je peux décider d'installer un train supplémentaire, construire une ligne de métro ou de tramway, avoir une politique qui favorise le report modal vers les vélos, en subventionnant les vélos ou en construisant des pistes cyclables. En fait, chacune de ces mesures peut être injectée dans le modèle. On peut regarder ce que le modèle raconte sur ce qui va se passer. On peut avoir plus ou moins confiance dans ce qu'il raconte, mais on a quand même déjà un premier élément. Et puis, on peut comparer les coûts de chacune de ces mesures. Construire une ligne de train, ça coûte très cher. Densifier un endroit, ça peut ne rien coûter, en fait. Ou pas coûter grand-chose. Enfin, ça coûte ce qu'il faut payer à Ville-Vivante pour qu'il fasse l'opération. Mais bon, c'est pas cher. Rajouter, faire une politique de transfert modal, ça peut être extrêmement efficace sur le plan des finances publiques. Et on peut comparer. Et est-ce que ces politiques, et il va falloir une multitude de politiques pour arriver à la neutralité carbone, donc pendant un temps très long, donc avec beaucoup de constance. Mais est-ce que chacune de ces politiques peut être hiérarchisée en fonction de son rapport coût-bénéfice ? Oui, en fait, elle peut, au moins par l'usage du modèle. Et ça peut aussi aider à l'articulation des politiques et à la discussion. Parce que certaines personnes vont vous dire, mais non, en fait, ce qu'il faut faire, c'est du vélo. Et peut-être que vous allez dire, en fait, le vélo, c'est pas ce qui a le rapport coût-bénéfice le plus important. Bon, généralement, c'est pas tellement ça la politique qu'on pousse, c'est plutôt on va faire des trains. Et mettre des trains partout, on va vite s'apercevoir qu'en fait, c'est pas du tout rentable et que, évidemment, les trains, ils sont beaucoup plus efficaces là où il y a beaucoup de gens, quand ils amènent ces beaucoup de gens là où il y a beaucoup d'emplois. Mettre des trains qui vont d'un endroit où il n'y a pas beaucoup de gens à pas beaucoup d'emplois, ça sera utilisé par ces gens-là, mais ça ne va pas faire beaucoup de réduction et beaucoup de report modal. Voilà, merci beaucoup.